Vous enseignez à un public au niveau très hétérogène et vous ne savez pas quelle méthodologie pédagogique adopter. Notre invité vous propose de découvrir aujourd'hui le Modern Classroom Project, la classe moderne en français. Une méthodologie qui pourrait bien répondre à vos attentes. Bonjour et bienvenue dans cette causerie de la série Enseignement et Innovation de la collection Pédagogie de l'Université numérique de La Réunion. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Adeline Nagels, enseignante agrégée en physique pour aborder la thématique de la classe moderne. Bonjour Didier, merci de m'avoir invité pour causer avec vous. Alors pour me présenter un petit peu plus, je suis enseignante en physique et en chimie au sein de plusieurs composantes de l'université. Et je suis également rattachée au SUIP, Service universitaire d'ingénierie pédagogique de l'université. Et je propose en particulier des formations en pédagogie à nos enseignants et enseignants-chercheurs et à tout personnel de l'université. Alors Adeline, pourquoi avez-vous décidé de changer votre pédagogie ? Eh bien, c'est arrivé au moment où je ne me sentais plus très bien dans un cours particulier qui était en licence sciences pour l'ingénieur, en première année. J'avais un public très hétérogène qui n'avait pas les mêmes prérequis en arrivant. Et je me suis rendu compte que les TD, les CM n'étaient pas du tout satisfaisants. Je sortais de mes séances pas du tout satisfaite de ce que je faisais. Et puis, j'avais l'impression d'aller beaucoup trop vite pour eux. Alors, pour resituer, c'était un public de bac STI 2D, donc sciences et technologies de l'industrie et du développement durable, ou aussi des bacs généraux, avec ou sans l'option de physique. Donc, un public assez hétérogène. À la fin du module, on se retrouvait avec des notes vraiment pas terribles, voire même très mauvaises. Et donc, clairement, que ce soit du point de vue de l'enseignante ou du point de vue des étudiants, c'était très frustrant. Et puis moi, je ne me retrouvais pas dans mon lien avec les étudiants. Il me manquait un lien de confiance, un lien de quelque chose qui fonctionnait avec les étudiants. Je passais pas assez de temps avec chacun, finalement. Alors ces difficultés vous ont amené à identifier un certain nombre de besoins. Est-ce que vous pourriez nous les décliner ? Oui, alors déjà d'apprendre à m'adapter à mon public, parce que c'est vrai que les bacs STI 2D, ce n'était pas forcément les bacs que je connaissais le mieux. Donc déjà le fait d'apprendre à m'adapter à ce public, d'être en capacité d'enseigner de façon plus différenciée pour justement respecter le rythme des étudiants, le rythme d'apprentissage. Et puis en fait j'avais aussi et surtout besoin de retrouver du plaisir pour enseigner. Parce que je sortais de plus en plus frustrée de mes séances. Effectivement, pour les enseignants, le plaisir, c'est quand même un des moteurs qui est important. Et donc, à partir de là, vous avez cherché des solutions et vous avez découvert cette pédagogie qui est la classe moderne. Oui, Comment est-ce que vous l'avez découverte ? Tout à fait. En fait, c'est quelque chose que je fais régulièrement, de chercher des nouvelles pédagogies. Et là, particulièrement, je cherchais une solution pour ce cours. Et donc, je suis tombée sur une formation en pédagogie, en classe moderne. Et j'ai décidé d'y regarder un petit peu de plus près pour voir si ça pouvait être adapté à mon public. Et effectivement, il me semblait que c'était beaucoup plus adapté. Donc, j'ai décidé de me lancer à quelques semaines de la rentrée. Donc, ça a constitué un travail assez important. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose qui a bien fonctionné finalement. Donc, au pied levé, vous avez changé votre pédagogie et vous êtes passé à cette fameuse classe moderne. Alors, sans faire durer plus le suspense, est-ce que vous pourriez nous expliquer les grands principes qui sous-tendent cette pédagogie, la classe moderne ? Oui, alors pour présenter à mes étudiants, j'ai tendance à leur dire qu'il y a 3 grands piliers dans cette pédagogie. Alors, dans un premier temps, le premier pilier, c'est qu'il n'y a pas de cours. Il n'y a pas de cours ? Je ne fais pas de cours, non. C'est surprenant, oui. Alors, je ne fais pour autant pas rien, c'est-à-dire que je deviens un guide. Je deviens un guide pour l'étudiant, un coach finalement, ce qui me paraissait en tout cas plus adapté à mon public. D'accord, donc premier pilier, l'enseignant est plus coach que celui qui diffuse la connaissance. Le second pilier. Alors le deuxième pilier, c'est vraiment de respecter le rythme d'apprentissage de l'étudiant.
Donc, de créer une pédagogie qui permet à chacun d'avancer à son rythme. Et donc du coup de pouvoir passer plus de temps sur certaines notions qui posent problème, et puis un autre étudiant passerait plus de temps sur une autre notion. Très bien, donc l'adaptation de rythme, c'est une forme de pédagogie différenciée aussi, et puis j'imagine que c'est ce qui permet de gérer l'hétérogénéité. Oui, tout à fait. C'est bien ça. Et du coup, étant donné qu'il y a de l'hétérogénéité, il y en a qui vont plus vite que d'autres, ça m'a permis de créer un premier rituel, en fait. J'ai créé plusieurs rituels pour la classe. Donc, un premier rituel qui était le soutien mutuel. C'est-à-dire que c'est mon troisième pilier pour cette D'accord. pédagogie. Les étudiants qui sont plus en avance vont avoir des tâches supplémentaires pour aider ceux qui sont plus en retard, par exemple. D'accord, donc le troisième pilier, le soutien mutuel. Alors, vous avez utilisé le terme rituel qui me surprend un petit peu. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que vous entendez par rituel et peut-être aussi comment se déroule une séance type? Oui, bien sûr. Donc, une séance type est constituée de 3 temps. Donc, le premier temps et le dernier temps, c'est ce que j'ai appelé les check-in, check-out. Et après, il y a le temps de travail au sein de la séance. Donc, en début de séance, il y a ce qu'on appelle, ce que j'ai appelé le check-in, où les étudiants répondent à 3 questions sur une plateforme de sondage en ligne, pour me dire finalement sur quelles leçons ils sont arrivés et qu'est-ce qu'ils travaillent aujourd'hui à cette séance-là. Et puis il y a une troisième question qui est plus du genre comment vous sentez-vous en démarrant cette séance. Ça me permet après de prendre la température de ma classe quand ils arrivent. D'accord. Ensuite, du coup, il y a le pendant, le check-out, avant de sortir de classe, où ils vont répondre aux mêmes questions, hein, à quelle leçon ils sont arrivés, dans quel statut ils sont sur cette leçon-là en sortant, et puis comment ils se sont sentis pendant cette séance-là. Et puis entre les deux, il y a eu cette séance où les étudiants ont travaillé soit individuellement, soit en groupe, mais en tout cas en autonomie. D'accord, donc le cours pour la partie centrale, j'ai envie de dire, se passe en autonomie sur un Learning Management System, un LMS. Oui, une plateforme de cours sur laquelle en fait j'ai structuré le module. Donc on peut voir que, en tout cas sur le module que j'ai créé, il y a ce qu'on appelle 5 unités dans lesquelles on va retrouver un certain nombre de leçons. Et l'étudiant va donc naviguer d'une leçon, et dans l'ordre, hein, leçon après leçon. Et d'une leçon à l'autre, il passe ce que j'ai appelé des tests de validation pour être bien sûr que la première leçon a été comprise, donc ils peuvent passer à la suivante. Ces tests de validation sont soit en ligne, soit des tests papier. D'accord, donc l'unité structurante, c'est cette fameuse leçon. Alors on en a vu un exemple à l'écran. Et à quoi ressemble une leçon? Alors, une leçon va être composée de trois parties. Une partie apprendre, donc où là, ils vont vraiment être en autonomie. Ils vont suivre en général des vidéos que soit j'ai créées, soit j'ai été chercher sur des plateformes de vidéos en ligne que j'ai trouvées bien faites. Donc, j'ai réutilisé les ressources telles quelles. Et ces vidéos sont accompagnées de notes guidées ou de consignes, justement, pour qu'ils puissent montrer qu'ils ont compris les notions, pas uniquement écouter une vidéo de façon passive. Il faut aussi noter qu'ils ont un matériel à avoir, en particulier un cahier, et sur lequel je souhaite qu'ils prennent des notes, que ce soit pour la partie apprendre, mais aussi ensuite il y a la partie s'exercer, une fois que les notions ont été étudiées sur les vidéos, et donc le cours pris en notes sur le cahier. Je leur demande de suivre la partie s'exercer, où il y a plusieurs exercices, que ce soit des tests en ligne ou des TD classiques avec des exercices que je donne tout de suite corrigés. Donc ils vont travailler avec la correction s'ils le souhaitent tout de suite. Et puis ensuite, une fois qu'ils se sentent prêts sur ces exercices, eh bien, ils vont passer à la phase de test de validation. Donc test de validation qui se fait soit en ligne, soit test papier, où là vraiment ils vont être dans l'obligation finalement de rédiger davantage, puisque j'essaye de vraiment aussi mettre l'accent sur leur rédaction. D'accord. C'est très intéressant ce rapport au numérique avec en plus le cahier qui va être
obligatoire, en particulier pour tout ce qui est prise de notes, parce que c'est vrai qu'on a remarqué que les étudiants, quand ils viennent du lycée, ils n'ont pas forcément l'habitude des cours magistraux où ils doivent travailler la prise de notes. Et là, finalement, si la prise de notes se fait sur la base d'un certain nombre de vidéos que vous mettez à leur disposition, ils peuvent avancer et apprendre cette prise de notes un peu plus à leur rythme. Oui, tout à fait. Et puis ça, quand c'est des vidéos, par exemple, ou si c'est des PowerPoint qu'on leur donne, comme moi, je leur donnais avant, j'avais l'impression qu'ils ne savaient pas trop où donner de la tête, comment prendre des notes ou autre. Et j'avais beaucoup d'étudiants qui prenaient aucune note finalement, qui ne faisaient que lire le PowerPoint au bout d'un moment. Donc moi, ça ne me convenait pas et je leur disais, vous n'êtes pas du tout en train d'intégrer les notions lorsque vous ne faites que lire le PowerPoint. Donc ça vient équilibrer les deux parties. J'ajoute aussi que ces tests de validation qu'ils font à la fin, donc qu'ils sont soit en ligne, soit version papier, ce sont des tests qu'ils vont pouvoir refaire autant de fois qu'ils le souhaitent pour vraiment être sûr d'avoir acquis la méthode ou la notion. Donc c'est des tests qui vont être pris quand même en compte dans la moyenne, mais le vrai test sommatif reste le contrôle terminal qui a lieu à la fin du module. D'accord, donc pour la leçon, j'ai une partie à prendre, ensuite j'ai un certain nombre de tests pour de l'évaluation d'entraînement et l'évaluation sommative à la fin, qui va valider la compréhension de la leçon. Tout à fait. Très bien. Alors, si je vois un petit peu cette organisation sur le LMS, on a quand même cette particularité que une fois que le cours est monté, eh bien l'enseignant n'a plus rien à faire. C'est ça. Je me tourne les pouces pendant 1h30. Non, j'aimerais bien. Non, pas du tout. Finalement, en fait, moi, je vais avoir pas mal de travail finalement en amont. Pour la création du module, ça m'a vraiment demandé beaucoup de choses, de créer les ressources, de créer les vidéos si je ne trouvais pas des vidéos satisfaisantes, de créer les tests avec des questions qui soient bien ciblées en fonction des objectifs d'apprentissage que j'avais décidé pour chacune des leçons. Et puis ensuite, une fois que le module est lancé, en fait, il y a le travail pendant les séances et le travail entre les séances finalement. Donc pendant les séances, l'étudiant, quand il arrive en séance, c'est moi qui le place. En tout cas au début du semestre, ils n'ont pas encore l'habitude. Donc c'est moi qui le place en fonction de s'il est plutôt dans la partie apprendre, plutôt dans la partie s'exercer, ou s'il est prêt à faire un test de validation, puisque ce test de validation se fait sous ma surveillance. D'accord. Voilà. Donc du coup, il y a déjà cette première chose de m'occuper du placement des étudiants lorsqu'ils arrivent. Ensuite, ils répondent au check-in et dans le check-in, il y a une question qui est en lien avec la façon dont ils se sentent en arrivant. La météo des humeurs. Voilà, tout à fait, la météo des humeurs. Et donc, du coup, dans ces questions-là, il est possible qu'ils répondent qu'ils ne veulent pas du tout que j'aille les voir pendant le cours ou qu'ils ont besoin de parler un tout petit peu avant de commencer le cours. Donc ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur de pouvoir mettre les étudiants, en tout cas à l'aise pour commencer la séance. C'est arrivé plusieurs fois que je prenne quelques minutes pour discuter avec un étudiant avant le début du cours. Et je trouve que ça le remet sur les rails après pour avoir envie de travailler. Il s'est senti écouté, il a vidé son sac et puis c'est reparti. Ensuite, une fois que le check-in est fait, eh bien en fait, je vais passer mon temps à aller voir les groupes ou les individus, puisque ceux qui décident de travailler individuellement, et de vraiment répondre de façon personnalisée aux questions qu'ils se posent ou aux problèmes devant lesquels ils se trouvent. Et donc du coup, c'est vraiment extrêmement personnalisé. Je m'assois sur une chaise à côté d'eux et je travaille avec eux comme un étudiant lambda, mais qui a un petit peu plus de réponses aux questions. D'accord. Alors, vous avez parlé du travail pendant les séances, vous avez parlé également du travail en dehors des séances. Oui, il y a effectivement, en tout cas moi je me suis fixé du travail entre les séances, dans le sens où si je leur demande de remplir un check-out pour me dire où ils en sont, ça me permet moi de pouvoir voir entre les séances où chacun est arrivé et de vérifier le rythme de l'étudiant quand même pour vérifier qu'il avance, que ce soit pendant la séance entre un check-in et un check-out, mais aussi entre les séances. Du coup, je prends le temps aussi d'envoyer un mail aux étudiants que je trouve sous le rythme pour leur redonner des consignes, pour leur demander d'avoir travaillé telle ou telle chose avant d'arriver dans la séance suivante. Donc ça me prend pas mal
de temps quand même, puisque du coup, je le fais de façon plutôt individuelle. Oui, le suivi est personnalisé. C'est ça. Ensuite, je vais avoir les tests de validation papier à corriger. Je vais avoir les tests de validation en ligne. Je vais aller voir les notes. Si elles sont toutes bien 5 sur 5, 6 sur 6, ils peuvent passer à la leçon, etc. Mais il y en a qui essaient de gruger un petit peu, c'est-à-dire ils ont eu 4 sur 5 ou 4 sur 6 et ils continuent les leçons. Moi, j'ai tendance à venir les voir et leur dire, refaites le test. D'accord. Moi, je veux vraiment que vous ayez compris jusqu'au bout. On revoit la question s'il le faut, mais il faut vraiment que vous ayez tout compris. Donc ça me prend quand même du temps. Il faut que je sache vraiment qui aller voir à la séance prochaine pour pouvoir discuter de cela. Donc c'est vrai que ça prend... Voilà, il y a quand même du travail pendant les séances et en dehors des séances. Oui. Effectivement. Alors, maintenant qu'on voit mieux la méthodologie globale, on se dit que il faut réussir à transmettre ce fonctionnement à vos étudiants, et par là, j'imagine que la toute première séance doit être très particulière. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, la première séance, elle dure 2 heures. Où je vais leur expliquer vraiment comment la pédagogie va fonctionner. Donc je commence par leur expliquer, comme je l'ai fait un petit peu avec vous, le fonctionnement un peu global des séances et du module en général. J'ai également créé une vidéo de présentation de la pédagogie pour qu'ils puissent aller la revoir autant qu'ils le souhaitent pour se mettre en tête la pédagogie. Je leur explique le matériel indispensable pour venir en cours et je m'assure qu'ils aient ce matériel. Donc pour ça, pour aller voir les vidéos, il me faut une tablette ou l'ordinateur, les écouteurs qui vont avec, et puis ce fameux cahier que je réclame plusieurs semaines avant qu'ils aient vraiment un cahier. Après, ça peut rester, ils peuvent prendre un classeur ou autre, mais quelque chose pour vraiment prendre leurs notes. Et ça, c'est dur au début de les décider là-dessus. Et puis aussi, je crée un contrat avec eux, vraiment, puisqu'il y a quand même un contrat de confiance. Chacun va aller à son rythme. Donc, je leur demande, via un outil de questionnaire en ligne, quels sont les différents actes qu'ils pourraient faire pour rater leur année. Pour réussir ou pour rater? Pour rater. Pour rater. Pour rater. Qu'est-ce qu'ils doivent faire pour rater leur année? Donc là, ils ont plein de propositions, que ce soit sur leur comportement en séance, hors séance, leur comportement entre élèves, avec l'enseignant. Et c'est les étudiants qui vous remontent toutes leurs méthodes pour rater? C'est ça, c'est ça. Et donc, elles sont projetées au tableau via l'outil de vote en ligne. Et ensuite, on fait le point ensemble, on essaie de ne rien oublier. Et puis, ensuite, je leur dis, mais vous ferez le contraire. Et on s'engage tous à faire le contraire cette année. Et donc, là, ils n'ont pas le choix. S'ils veulent réussir, ils savent comment. D'accord. Donc, une forme de contrat pédagogique, passer à l'inverse par rapport aux propositions qui sont affichées et mises en commun alors. Mis en commun, gardé sous le coude, c'est-à-dire qu'au cours du module, si jamais je me rends compte qu'un étudiant commence à mettre des petits coups de poignard dans le contrat, je lui ressors le contrat et on en rediscute. Ah, vraiment pas mal. Alors, par contre, maintenant que vous m'avez bien expliqué tout le travail à faire pour le montage, tout le travail à faire pendant les séances et tout le travail à faire entre les séances, on mesure l'investissement que ça demande aux enseignants. Est-ce que l'on pourrait dire que cette méthode est quand même applicable pour plusieurs modules, ou comment est-ce que vous le ressentez? Alors, c'est très chronophage à monter, que ce soit donc à monter ou aussi après, pendant le module. C'est très chronophage de s'intéresser à chaque séance. Donc, c'est compliqué de mettre cette pédagogie en place sur plus de 2 modules. J'irais même déjà un module. Moi, pour l'instant, j'en ai assez. De toute façon, c'était vraiment pour un public particulier. J'avais pas l'intention de le proposer à tous mes publics. Donc, là, ici, vraiment, je pense que le principal, c'est déjà de choisir un module, et peut-être même pas le module complet, mais choisir un module parce que effectivement, ça demande quand même du temps. D'accord. Effectivement, il ne faut pas sous-estimer le travail que demande de basculer sur cette pédagogie.
L'autre élément qui me semble important, si j'analyse un petit peu les différents outils que vous utilisez, donc aussi bien le LMS que l'outil numérique en ligne pour le contrat pédagogique, ou alors les sondages entre le check-in, le check-out, c'est que la compétence numérique semble vraiment importante. Ah oui, elle ne peut pas du tout être négligée, elle vient renforcer totalement la pédagogie. Donc effectivement, si une personne qui ne se sent pas complètement à l'aise avec les outils numériques a envie de mettre en place cette pédagogie, clairement, les ressources qui seront utilisées seront des ressources beaucoup plus simples. Ne pas partir sur des choses complexes si on ne possède pas la compétence sur le numérique. Clairement, moi-même, j'avais pas forcément tous les outils en main tout de suite. J'ai décidé de me former, que ce soit auprès de mes collègues en formation interne ou simplement en suivant des tutoriels qui sont très bien faits sur Internet. Mais dans tous les cas, c'est un temps qui est pris pour se former et donc du coup, c'est à nouveau chronophage. Bien sûr. Alors, on a pu voir la charge de travail qu'il y a pour l'enseignant. Du point de vue de l'étudiant maintenant, qu'en est-il de cette charge de travail? Parce que ce suivi individualisé va quelque part faire en sorte de lui demander toujours plus, alors à son bénéfice certes, mais qu'en est-il de cette charge pour l'étudiant? Alors c'est vrai que le démarrage, en tout cas dans ce module-là, est assez difficile pour les étudiants. Je pense que un voire deux modules maximum dans le semestre, c'est vraiment le mieux pour les étudiants. Après, ça fait vraiment beaucoup de travail à la maison, puisque finalement, ce module, il signifie aussi pour l'étudiant d'apprendre à réorganiser son temps de travail. Et ça passe par se rendre compte qu'il y a des choses à faire à la maison. En particulier, étudier les vidéos, répondre aux questions des notes guidées, et puis éventuellement faire les exercices qui sont de niveau cognitif pas trop difficiles pour garder vraiment le temps de séance, pour travailler, que ce soit avec leurs collègues ou avec moi-même, sur des questions qui leur posent plus de problèmes. Donc ça veut dire qu'on augmente un petit peu le temps de travail à la maison, et si c'est ça dans tous les modules, clairement, au bout d'un moment, on va avoir des étudiants complètement essoufflés. Bien sûr. Donc, quelque part, lorsqu'un enseignant bascule sur ce type de pédagogie, il vaut mieux que l'équipe pédagogique soit au courant que certains modules vont basculer. Donc l'entente de l'équipe est primordiale. Oui, tout à fait. C'est comme quand on parlait des pédagogies par projet. C'est aussi des pédagogies qui demandent beaucoup de temps aux étudiants en dehors de leurs séances. Et donc, ils ont vraiment besoin que toute l'équipe pédagogique soit au courant de ce type de pédagogie et que tout le monde ne s'y mette pas en même temps. D'accord. Alors, Adeline, on arrive au terme de cette causerie et on a pour coutume de terminer par la question: quel conseil est-ce que vous donneriez à un enseignant qui aimerait se lancer dans cette classe moderne? Alors, peut-être pas faire comme moi, c'est-à-dire que moi j'ai décidé de but en blanc de faire tout mon module sous ce format-là. Peut-être parce que j'avais pas envisagé de faire juste une partie. Aujourd'hui, je me dis peut-être qu'il aurait fallu commencer par là. Donc juste une partie du module, ou éventuellement pour les enseignements qui se font en distanciel, de proposer, d'utiliser ce format-là pour la partie distancielle. Également d'utiliser, pas forcément de créer toutes les ressources, mais d'utiliser des ressources qui sont déjà existantes, que ce soit sur Internet ou dans les livres, et puis utiliser aussi ce qu'on a, réexploiter les ressources qu'on a depuis des années, si on est un enseignant qui enseigne depuis des années. Un autre conseil que je donnerais et que j'essaye de m'appliquer moi-même, c'est d'être indulgente avec moi, c'est-à-dire que les ressources que je fais, la structure de mon cours, tout ça me demande beaucoup de temps et je me remets en cause assez facilement en fonction des difficultés que les étudiants ont. Et du coup, j'ai tendance parfois à perdre confiance à ce que je fais. Et là, c'est là où les étudiants sont là pour me dire, pour être très très encourageants et dire, mais on croit totalement en votre pédagogie. Et c'est ce qui a fait que j'ai pu m'accrocher jusqu'au bout et qu'aujourd'hui, je pense qu'il faut vraiment faire attention à être indulgent avec soi-même quand on fait ce type de cours. C'est bien noté, l'indulgence envers soi-même Tout à pour fait. tester de nouvelles pratiques.
Cet échange touche maintenant à sa fin. Merci Adelina Gels pour cette présentation des grands principes de la classe moderne. Je vous donne rendez-vous très rapidement pour une causerie qui présentera justement un retour d'expérience sur l'installation de cette méthodologie. Merci. Merci.